Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des finances 2024, faire le petit point comme je fais tous les ans, le sapin pour prouver qu'on est bien en décembre et que c'est bientôt la fin de l'année. Et Maury qui se demande de ce que je suis en train de faire parce que on n'a pas le temps, c'est ça. Aujourd'hui on fait un barbecue. Voilà le petit plateau de chorizo, de noix en tout genre, ça c'est du hummus. La vue sur le sapin et on n'a pas de barbecue en fait pour tout vous dire, donc c'est nos amis qui vont emmener le barbecue qu'on va installer quelque part par là dehors. Hello les oiseaux. Enfin bref, que de choses à vous dire pour 2024, bien plus animé financièrement que ce qu'on aurait imaginé puisque ça faisait quelques temps. Et en fait je me suis jamais vraiment arrêtée, même encore maintenant je fais toujours ça. J'adore regarder l'immobilier dans le coin, combien ça coûte, les maisons, etc. Kevin hier, il est revenu du travail, j'étais dehors dans le salon de jardin, il me dit « Encore en train de regarder les maisons ?» Oui, ça ne s'arrête jamais. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo où je vous ai expliqué, ça fait beaucoup d'expliquer, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo où je vous mentionnais qu'on avait acheté cette maison dans laquelle on se trouve en ce moment, que le projet dans à peu près 5 ans, j'espère, c'est d'acheter une troisième propriété. On verra ce que ça dit, il n'y a rien de garanti encore, je ne sais pas où on en sera, mais 2024, pourquoi ça a été énorme? Tout simplement parce que ça faisait 2 ans qu'on vivait dans notre appartement qu'on a acheté, enfin signé en 2021, fin 2021, dans lequel on a emménagé en 2022, pendant l'été. Et donc été 2024, là, il y a quelques mois de ça du coup, ça faisait 2 ans qu'on vivait dans l'appartement, notre tout premier bien immobilier. Et ce qui s'est passé, c'est que ce même été, avant même que les 2 ans sonnent, on a signé pour cette maison qui était encore en construction mais qui avait déjà toutes les briques de poser. Pour vous donner une idée, ils étaient en train de faire la toiture et ça a été très vite en partant de là. On a signé fin juin ou début juillet, je sais même plus exactement. Et on a emménagé fin septembre, début octobre, je sais même plus, fin septembre. Fin septembre, après que je revienne de New York aussi, changement financier d'une certaine façon, puisque vous savez que maintenant j'ai un job de la maison, mais qui est basé à New York. New York, je suis allée 2 fois pour le travail cette année. Un job que j'adore plus que tout. Franchement, c'est un petit peu comme si les 2 licenciements massifs auxquels j'ai fait face juste avant étaient juste faits pour que je retrouve encore mieux financièrement, enfin comme si c'était fait pour que je retrouve encore mieux et que je trouve vraiment chaussure à mon pied comme on pourrait dire. C'était que du bonheur, c'est que du bonheur encore aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser. Il s'est passé tellement de choses positives pour nous dans cette année 2024, mais encore une fois ce n'est pas pour rien et c'est aussi dû à notre assiduance, à la façon dont on est assidu avec notre budget, notre façon de gérer notre argent, notre façon de ne pas avoir peur de faire toujours plus pour gagner plus d'argent. Et je tiens là à faire référence à notre petite aventure Airbnb avant qu'on arrive dans la maison, comme je vous l'ai raconté un petit peu. D'ailleurs, en parlant de ça, Airbnb, c'est officiellement en pause. Pourquoi en pause? Parce que, si vous avez tout suivi, on revient de France, où on est resté quand même un petit peu. Le déménagement, le temps de bien s'installer ici, vous voyez ce genre de choses, ça a fait qu'on ne s'est pas remis dedans, alors que dans l'objectif, mon objectif c'est vraiment de me remettre dedans, et au final on s'est dit qu'on avait peut-être besoin d'un peu de vacances de ce côté-là, parce qu'on était vraiment, on s'est acharné, que ce soit entre le travail, moi avec YouTube aussi, je postais des vidéos quand même plus régulièrement cet été par exemple, Airbnb, etc. Et le fait qu'on a, bien sûr, nous on n'a pas pris de vacances cet été non plus, puisque, voilà. Et ben, c'était quand même actif, et là je pense qu'on avait juste besoin de se poser après tout ce qu'on a réussi à faire, et de repartir sur de bonnes bases pour l'année 2025. Oui, quoi d'autre vous dire? Oui, donc Airbnb est en suspens, et là, on s'en va bientôt avec des amis, Steph et Jeff, pour ceux qui commencent à les connaître, puisqu'on fait pas mal de choses avec eux quand même. Et on va dans une destination surprise, pile au moment de Noël, si c'est pas magnifique. Et ouais, une destination dans laquelle j'avais très envie d'aller depuis déjà un petit moment, donc je vous avoue que j'ai hâte. Et bien sûr, je vous emmènerai en vidéo de toute façon. Je pense que ma petite intro gros événements et en termes de finances pour 2024 est terminée. Je vous retrouverai un petit peu plus tard, peut-être même un autre jour, parce que là nos amis arrivent pour le barbecue. Donc
je vous retrouve pour vous ce qui va être tout de suite, pour vous parler d'autres points dont je voulais vraiment vous parler. À toutes. Je vous retrouve dans un tout autre jour, je suis en train de travailler, on est mercredi désormais et cette vidéo sortira très bientôt finalement. Mais ce que je voulais vous dire aussi, un des gros changements sur 2024 qui va avoir une conséquence financière sur 2025 et pas forcément positive celle-ci, c'est qu'on s'est officiellement débarrassé de notre voiture, la fameuse Nissan de 2005 si je dis pas de bêtises. Elle avait énormément de problèmes en fait. Et on se voyait pas payer plusieurs milliers pour réparer tout ça, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a vendue. Je l'ai mise sur Facebook Marketplace, elle est partie en quelques heures. J'ai eu énormément de demandes, je l'avais mis à 1000 $, mais je savais qu'elle serait négociée. Pour rappel, on l'avait payé 2500 $ je crois, il y a 8 ans quand on est arrivé. Donc elle nous a bien servi, on l'a vraiment pas payé très cher à l'époque pour tout ce qu'elle nous a servi finalement, et on l'a revendue 600 $ à quelqu'un qui a une compagnie de fourrière en fait et qui me disait que voilà, il rachète des voitures même si elles roulent plus, il est venu la chercher en fourrière bien que elle roulait encore, mais c'est vrai qu'elle commençait à avoir beaucoup de problèmes qui rendaient la conduite pas très agréable, notamment pas de clim, la transmission qui était à refaire très bientôt. Du coup, qu'est-ce que tout ça engendre, vous allez me dire? Eh ben ça engendre des conséquences sur nos objectifs financiers pour l'année 2025. Numéro 1 étant que si on s'est débarrassé d'une voiture, il va falloir éventuellement qu'on en rachète une. Les plans de ce côté-là, c'est toujours les mêmes. On envisage toujours de rester dans les Nissan parce que les voitures japonaises, c'est ce qui revient le moins cher à maintenir. Tu peux aller dans des garages qui s'occupent que des voitures japonaises puisqu'ils ont les pièces japonaises qui sont moins chères que par exemple pour les voitures américaines. On compte toujours en prendre une d'occasion, mais une occasion récente, un peu comme on avait fait avec ma Nissan Sentra. Il faut savoir que les taux d'intérêt sont assez élevés ici en ce moment. On a des amis qui ont fait une simulation et qui étaient à 10% je crois pour un crédit voiture, donc autant vous dire que l'objectif ce sera de la payer cash. Donc ça va venir à mon objectif numéro 2 que j'aurais dû préciser en numéro 1 parce que c'est le plus important. Sally veut participer à la vidéo, je suis désolée pour ça. Mais ça va être renflouer notre compte épargne parce que de 1 on veut payer une voiture en cash. Alors on n'est pas pressé, je travaille de la maison, honnêtement pour les déplacements que j'ai à faire je peux me débrouiller avec Uber. Les week-ends on peut utiliser la même voiture Kevin et moi, donc c'est vrai que c'est pas dramatique si on est sans voiture pendant un certain temps, même pendant peut-être 1 an j'ai envie de vous dire, mais voilà. Et on est quand même propriétaire d'un appartement où on a des locataires, mais où les locataires, on ne sait jamais, pourraient peut-être ne pas payer à un moment donné, pourraient partir là, même dans 1 an, et on doit déjà retrouver quelqu'un, parce que partir tous les ans, c'est quelque chose qui est possible ici. Et du coup, ouais, on veut vraiment avoir un fonds d'urgence plus élevé que d'habitude. On aimerait bien le monter à peu près, je dirais bien à 50 000 $ dans l'immédiat, en incluant du coup le montant de la voiture qu'on veut mettre là-dedans. Je vous ai pas précisé pour la voiture, mais on en prendra donc une voiture d'occasion mais récente. Il y aura à peu près 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que la personne qui l'a achetée neuve a subi la plus grosse claque en termes d'évaluation. Que comme tout le monde le sait, mais t'achètes ta voiture neuve, dès que tu sors du garagiste, elle a déjà perdu plusieurs milliers. Et en même temps, elle sera quand même assez récente pour qu'on la garde très longtemps et ne pas avoir trop de problèmes tout de suite. Et puis bah le compte épargne, c'est aussi le compte qu'on utiliserait si dans 5 ans on décide d'acheter peut-être un 3e bien immobilier, dans 5 ans ou avant ou après, je ne saurais pas vous dire. Je me suis dit dans 5 ans au moment où on a acheté cet endroit en fait. Puisque c'est vrai que tout ce qui est dans le compte épargne, c'est très facile à sortir pour un apport, pour un nouveau bien. Donc ouais, le but ça va être de vraiment... je pense 50 000, c'est le chiffre que j'ai en tête pour l'instant et voilà. Alors, je voulais quand même vous faire la partie numéro 3. Ça va être une partie assez rapide puisque là j'ai mon ordinateur sous les yeux et je veux juste vous faire un petit récap de ce qu'on a réussi à économiser par année. J'aime bien vous faire ça un petit peu tous les ans pour voir un petit peu le potentiel d'évolution qu'on a ici aux États-Unis. J'ai conscience que ces sommes, surtout dernièrement, sont énormes.
Sachez que c'est lié aussi, plus t'as d'argent en fait et plus c'est rapide d'une certaine façon puisque tout est placé, que ce soit dans le marché boursier, dans la crypto-monnaie et un petit peu dans des obligations, mais je vous avoue qu'on a quand même un portfolio assez risqué qui du coup a rapporté énormément ces dernières années. Et les intérêts composés, je vous ai déjà raconté un petit peu là-dessus, mais quand par exemple ton argent est dans des ETF ou dans des fonds communs de placement comme le S&P 500, donc les 500 entreprises des États-Unis les plus fructifiantes, si on peut dire, et ben les intérêts composés font que même si tu as un taux de retour à peu près 10% par an, tu vas avoir tendance à voir ta somme doubler après environ une dizaine d'années. Ça s'est avéré vrai pour nous, c'est-à-dire que dans les sommes que je vais vous lister maintenant, une grande partie sont juste des intérêts. On n'a jamais investi cette somme intégrale de nous-mêmes. Il y a énormément d'intérêts, de gains en fait là-dedans. Mais pour vous refaire un petit topo de tout ça, je vais pas vous faire le détail de exactement qu'est-ce qu'on a dans quoi parce que ça mériterait d'avoir une vidéo à part entière sur notre portfolio, ses évolutions, où on en est, qu'est-ce qui est placé dans quoi, etc. etc. Mais je vais vous dire vraiment les chiffres par année. Et tout a commencé en 2016 où, comme vous le savez, on était à découvert officiellement à moins 2000 $ à peu près à cette époque-là. J'ai arrêté de compter les années qui ont suivi ça, je ne comptais pas vraiment nos finances, on essayait de se remettre sur pied, etc. Mais entre moi qui au début n'avait pas permis de travail, ensuite qui gagnait très peu, entre Kevin qui gagnait aussi très peu finalement pour l'époque. Les premières années, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, c'était très compliqué et j'ai commencé à apprendre un petit peu sur la finance au fur et à mesure, pas dès le début parce que ça m'aurait désespéré, on ne s'en sortait pas bien. Voilà. Donc on passe de 2016 à 2020 et en 2020 on avait réussi à économiser 25 000 $, ce qui a paru immense à l'époque et il nous a semblé quand même très très long d'atteindre cette somme. On n'a pas commencé en 2020 à économiser, hein, tout se faisait progressivement, vous voyez, mais en 2020 on avait 25 000 $. Donc de moins 2000 en 2016 à 25 000 en 2020, on était quand même pas mal. Mais bon, ce n'était rien par rapport à ce qui va se passer ensuite. En 2021, on avait 47 250 $ en argent à disposition et on a réussi en plus de ça à mettre quasiment 20 000 $ pour l'apport de notre appartement pour lequel on a signé cette année-là. Donc autant dire que là les choses, ça prend de la cadence. 2022, on est à 64 390 $ et on a mis 20 400 $ en plus de ça dans les closings, donc les frais de notaire, les frais en tout genre quand tu récupères ton bien immobilier et c'était un bien neuf, donc les frais sont un petit peu élevés en effet, mais bon, vous connaissez ça aussi en France de toute façon. On passe à 2023 où on avait 115 460 $ investis, épargnés, etc. Encore une fois, sans compter, ça c'est vraiment en comptant seulement l'argent qu'on a à disposition, pas la valeur nette. Je vais vous faire la valeur nette juste après aussi si vous voulez. Et en 2024, on va finir l'année avec 133 000, mais en plus de ça, on a mis 49 000 $ d'apport dans cette maison dans laquelle on vit en ce moment. Ça paraît un petit peu dingue parce que si du coup on n'avait pas fait cet apport, ce qui au final bon, revient au même puisque l'apport est dans ce bien d'une certaine façon, ça va dans la valeur nette vous voyez, mais dans l'argent qu'on a à disposition, entre guillemets, l'argent investi pour la retraite, etc., on aurait été presque à 200 000 en fait cette année. On passait presque le cap des 200 000 alors qu'en 2020 on était à 25 000 $ investis, épargnés. Je sais pas si ces chiffres comme ça ont énormément de sens. Si vous ne me suivez pas en temps normal, vous allez peut-être trouver ça un peu sans contexte, mais pour les gens qui me suivent, je tenais vraiment à vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui. Et je vous referai bien sûr des vidéos finances pour vous dire exactement comment tout est divisé, de quelle façon, etc. Puisqu'on gère quand même un portfolio de plus en plus élevé. C'est pas rien. Donc ouais. Et oui, j'en suis fière et ravie parce que c'est une évolution, je pense qu'on n'aurait pas pu connaître en France. Nos salaires ont été très différents aussi, que ce soit pour Kevin comme pour moi. Et on serait sûrement pas propriétaire de deux biens aujourd'hui. Pour ce qui est de la valeur nette maintenant, donc par exemple pour vous donner une idée, cette maison, on a déjà mis 49 000 $ d'apport dessus. Elle a déjà pris un tout petit peu de valeur, pas grand chose cela dit, mais quelques milliers quand même, c'est pas rien.
Et parce que oui, on vient d'emménager dedans, de toute façon on vient de l'acheter littéralement cette année. Mais par exemple, du coup dans cette maison, on a à peu près 55 000 $ d'equity. Je sais plus comment vous dites ça en français, mais cette maison, je considère que ça représente 55 000 $ de notre valeur nette aujourd'hui, parce qu'on a encore le crédit sur le reste par rapport à sa valeur actuelle. Donc valeur actuelle moins ce qu'on doit encore dessus égale notre valeur nette sur ce bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va parler. Donc notre valeur nette en 2020, c'était uniquement des trucs liquides, c'est-à-dire un compte épargne peut-être, et on commençait à mettre dans les comptes retraite un petit peu, mais c'était ça, il n'y avait aucun bien immobilier ni quoi que ce soit. Donc en 2020, on était à 25 000 $. En 2021, on est passé à 95 864 $ parce qu'on est devenu propriétaire, et on a quand même mis un apport conséquent dessus, et nos revenus montaient vraiment beaucoup à partir de cette époque-là. Kevin comme moi, 2021, c'est vraiment le moment où on a commencé notre marche vers le haut, si on peut dire ça, financièrement en tout cas. 2022, on est à 158 150 $ de valeur nette, avec notre appartement qui a pris pas mal de valeur rapidement, donc les choses continuent en 2023 où on passe le cap des 201 140 $ à peu près. Et en 2024, au moment où je vous parle, on a passé la barre des 300 000 avec 331 200 $. On arrive progressivement vers le demi-million, et si tout continue à l'échelle où c'est en train d'aller là, je pense que 2025, si on gère bien les choses, devrait être l'année où on arrive proche du demi-million, ou en tout cas... voilà, ça devrait vraiment être le moment où on arrive très très proche de cette valeur, qui est un objectif chez moi. Vous le savez, puisque un objectif financier que j'ai depuis plusieurs années, c'est de devenir millionnaire avant 35 ans. Me demandez pas pourquoi, ça a toujours été un objectif depuis aussi petite que je me souvienne. J'avais cette idéalisation de me dire, je pense que j'aimerais devenir millionnaire. Pas pour être riche, mais pour assurer ma liberté financière. Non, j'avoue qu'à l'époque c'était peut-être un petit peu différent, et je pensais surtout que c'était irréalisable, mais je me suis jamais enlevé cet objectif de la tête, et il est toujours dans ma tête, et je l'écris chaque année sur un papier avec tous les autres objectifs que j'ai. Pas sur un papier, c'est dans mes notes sur l'ordinateur, pardon, je vous dis des bêtises, mais bon. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là. Et je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusque là, et ouais, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous.